Bonjour, chers étudiants. Le thème d'aujourd'hui va porter sur la responsabilité du transporteur routier. Auparavant, on avait déjà abordé ce qu'on appelle la phase portant sur l'exécution du contrat de transport, avec les obligations du transporteur qui s'y attachent. Mais aujourd'hui, l'accent sera spécifiquement mis sur la responsabilité personnelle du transporteur dans le cadre de la naissance d'un contrat de transport, le lien à qui? À l'expéditeur. Confier des marchandises à un transporteur revient à lui imposer d'acheminer la chose d'un point A vers un point B et de les donner dans un bon état, en bonne et due forme. Cette obligation, elle est substantielle, elle est fondamentale. Cette obligation, elle est lourde de conséquences. Car la moindre erreur, la moindre légèreté, la moindre imprudence commise par le transporteur va lui coûter très cher. Car on dira, en dans le transport, il aura causé tort à autrui. C'est pourquoi on demande au transporteur, dès l'instant que le contrat est signé, dès l'instant que le contrat est ficelé, dès l'instant qu'il est payé, il paye sur le transporteur une obligation de résultat. C'est pourquoi cette présomption, elle est absolue. Il paye sur lui une obligation de due diligence. Il doit se comporter comme s'il était lui-même le propriétaire de la chose. Même durant la phase d'acheminement, on demande au transporteur même de veiller sur la marchandise, d'apporter des soins méticuleux. En cas de frein, il doit descendre et revoir même la chose qui lui est confiée pour voir s'il n'y a pas de détérioration, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas avarie, car toute légèreté lui est imputable. Voilà pourquoi on dit qu'il paie sur le transporteur une obligation de résultat du début jusqu'à la fin. Rien n'est négociable. Cette obligation, elle est de taille, elle est fondamentale, elle est substantielle, et ça joue en faveur de qui? De l'expéditeur, qui a un droit de suite, de poursuite contre qui? Contre le transporteur, au cas où le monsieur manquerait son obligation. C'est pourquoi, en cas de dégâts en cours de route, en cas de détérioration de la marchandise, en cas de vol, en cas de dénaturement de la marchandise, la faute serait imputée au transporteur. On l'a dit, en droit, toute personne ayant causé tort, préjudice, dommage à autrui est porté à les réparer par des dommages intérêts versés à qui? À l'ayant droit de la marchandise. Mais il y a des délais. Il y a des délais pour agir en droit de transport. Il y a des délais pour protester en droit de transport. Il y a des délais pour contester en droit de transport. Au cas où le monsieur qu'on appelle le destinataire s'est estimé lésé dans ses droits, s'est estimé préjudicié dans ses droits, endommagé dans ses droits, effectivement, l'action en justice est encadrée. Il a 1 an pour agir dans le cadre de la prescription. L'action dans le cadre de la prescription que le destinataire doit lancer pour contester, protester un droit violé, un droit bafoué, la prescription ne peut dépasser 1 an. On dit que la prescription, elle est 1 an. C'est le délai au-delà duquel l'action en justice n'est plus autorisée. On ne peut plus poursuivre le transporteur, car le délai imparti à l'ayant droit, imparti au destinataire, vient de terminer. On parle de prescription. Et cette prescription-là ne peut dépasser 1 an dans le cadre de la responsabilité du transporteur routier. Au-delà d'1 an, on dit que l'action elle est prescrite. Au-delà d'1 an, l'action elle est éteinte, elle est morte. Elle n'est plus en jeu. On l'appelle la
prescription qu'il faudrait carrément différencier, opposer à la forclusion. Qu'est-ce que la forclusion? On va en débattre tout à l'heure. Mais restons toujours dans le domaine de la prescription. L'action peut être rallongée dans le cadre d'une faute lourde ou d'une faute dolosive commise par qui? Par le transporteur à l'occasion du voyage. Maintenant, la question, elle est de savoir qu'appelle-t-on faute lourde? Qu'appelle-t-on faute dolosive? Et dans quel cas le délai de prescription peut être porté à 3 ans? Dans le cas d'une faute lourde, la faute lourde est définie en droit comme étant une faute impardonnable, une faute inexcusable, une faute irrémissible, une faute qui aura dépassé le seuil, la barrière normale d'une faute. Le summum est atteint. Même l'individu le moins intelligent, mis à votre place, l'aurait évité avec un minimum de perspicacité. On l'appelle une faute impardonnable, une faute inexcusable, et la sanction, on le sait, obligatoirement, l'auteur de cette faute lourde doit indemniser, dédommager qui? La victime. C'est qui la victime? C'est la personne qui s'est sentie lésée dans ses droits et qui demande à que ces droits-là soient réparés en termes de dommages et intérêts. Là, c'est dans le cadre d'une faute lourde qui a dépassé la barrière normale d'une faute que l'individu doit commettre. C'est pourquoi elle est appelée faute impardonnable, faute irrémissible, inexcusable. Et là, le délai est rallongé à 3 ans. À côté de la faute lourde, il y a la faute dolosive du transporteur. Mais qu'est-ce qu'une faute dolosive, chers étudiants? C'est une faute commise dans l'intention débridée, manifeste de vouloir causer tort à qui? À votre co-contractant. Il y a une intention de nuire à l'autre. Il y a une intention délibérée, manifeste, volontaire de vouloir causer tort aux droits d'autrui. On l'appelle une faute dolosive. Et c'est une manœuvre frauduleuse destinée à tromper la vigilance de l'autre partie, tout en lui cachant, dissimulant une réalité substantielle du contrat. Voilà pourquoi il est berné. Voilà pourquoi il est leurré. Il est trompé, il est dupé à cause d'une vérité maquillée, d'une vérité masquée. Voilà pourquoi on dit que dans le cas d'une faute dolosive, d'une faute lourde, le délai de prescription est rallongé et porté à 3 ans. Mais dans le cadre d'un délai normal, la prescription en matière de transport routier ne peut dépasser 1 an. 1 an, oui, ça joue en faveur du transporteur, car le délai est très court pour agir. Aucune marge de liberté, de manœuvre n'est accordée à l'ayant droit de la marchandise pouvant lui permettre de contre-attaquer qui? Le transporteur qui lui a lésé. Ce délai-là, il est contestable, car ça dure 1 an pour protester. Ça dure 1 an pour contester. Mais dans le cadre d'une faute lourde, d'une faute dolosive, causée par le transporteur, le délai est porté à 3 ans. Mais en matière de forclusion, qui s'oppose un peu à la prescription, c'est quoi la forclusion? C'est le délai dont dispose l'ayant droit pour protester. C'est le délai dont dispose l'ayant droit pour protester. Et c'est qui l'ayant droit? C'est le propriétaire de la marchandise. C'est qui l'ayant droit? C'est le bénéficiaire de la chose. Qui, quand il se sent lésé, préjudicié, on lui demande d'agir. Surtout quand le dégât est apparent. Quand le dégât est apparent, quand la perte, elle est manifeste, elle est visible, elle est palpable, elle est touchable, on demande à qui? À la perdante, à la victime d'agir immédiatement. Donc, dans le cadre d'une faute apparente, d'un dégât visible, accessible, palpable, on demande automatiquement que le monsieur qu'on appelle l'ayant droit puisse agir de manière spontanée. On n'attend pas. S'il attend, il peut être déclaré faux clos. Il peut être déclaré faux clos, écarté, inversé de toute action en justice. C'est pourquoi on demande en cas de dégâts apparents. C'est important. En cas de perte manifeste, visible, le monsieur
qu'on appelle la victime doit agir de manière spontanée, de manière immédiate. Et là, je vous renvoie à la Convention de Genève, qui en dispose et qui les prévoit. Mais en cas de dégâts non apparents, en cas de dégâts non apparents, en cas de doute sur la marchandise, si la chose est suspecte, mais on n'a pas une idée nette sur la détérioration, sur la perte, sur l'avarie, sur le vol, sur la dégradation, effectivement, on dit que le monsieur qu'on appelle la présumée victime, elle a 7 jours pour agir. Car le dégât n'est pas apparent, n'est pas tellement visible, mais on a des doutes, on suspecte quelque chose dont on n'a pas la teneur de la réalité. On donne 7 jours à qui? À l'ayant droit de la marchandise pour agir. Et si ce délai de 7 jours est dépassé, on dit, monsieur, vous êtes déclaré fort clos. C'est quoi la forclusion? C'est le délai dont dispose l'ayant droit pour agir quand il se sent lésé dans ses droits. Voilà donc le délai qui encadre la forclusion et la prescription dans le cadre d'un tort causé à autrui, qu'on appelle l'ayant droit, le bénéficiaire de la marchandise. Au-delà de ça aussi, dans le cadre de l'indemnité prévue par la Convention de Genève, appelée CMR, ne doit pas dépasser 8,33 DTS par kilogramme. C'est plafonné à 8,33 DTS. À moins que, je pèse mes mots, j'insiste, à moins que le monsieur qu'on appelle le propriétaire de la marchandise puisse faire au préalable, en amont, a priori, une déclaration d'intérêt spécial portant sur la valeur de la marchandise. En cas de déclaration de valeur, là, forcément, il y aura un paiement supplémentaire. Là, le transporteur va demander un paiement supplémentaire à qui? À l'ayant droit de la marchandise, puisque ce dernier-là a pris le soin, la diligence, de faire une déclaration d'intérêt spécial portant sur sa chose. Au cas où il y aura perte, dégradation, le plafond barimisé à 8,33 DTS sera déplafonné. Il y aura une réparation intégrale, complète du préjudice causé à qui? À la victime. Qu'est-ce qu'un préjudice? C'est un tort. Qu'est-ce qu'un préjudice? C'est un dommage que la personne a causé à qui? À son co-contractant. Qu'est-ce qu'un co-contractant? C'est l'autre partie du contrat. Car le contrat n'est rien d'autre qu'un accord de volonté générateur d'obligation. Qu'est-ce qu'une obligation? C'est un lien de droit. Un lien de droit. Lien en vertu duquel une personne appelée créancier peut exiger d'une autre personne appelée débiteur l'accomplissement d'une prestation. Qu'est-ce qu'une prestation? C'est une dette, c'est une créance, c'est une abstention, c'est une obligation qui va lier deux parties. Donc, on peut définir que le contrat de transport est un contrat à titre onéreux, mais c'est un contrat synalagmatique, faisant naître des obligations interdépendantes à la charge des deux parties. L'obligation qui pèse sur le transporteur est une obligation forte, absolue. Elle est lourde de conséquences. Car la moindre erreur, qu'est-ce que l'erreur? L'erreur, c'est une fausse appréciation de la réalité. C'est le fait de croire vrai. Ce qui est faux, ce qui est vrai. Mais toute erreur commise par le transporteur, c'est payé cash. Car on dirait que ça relèverait de la négligence coupable, de la légèreté blâmable. Donc l'obligation pesant sur le transporteur dans le cadre du déplacement ou de l'acheminement de la cargaison d'un point A vers un point B, elle est forte, elle est lourde de conséquences. Car la réparation, elle est détail. Même si on a fixé un plafond dans le cadre de la responsabilité transporteur fixé à 8,33 DTS par kilogramme, mais il y a des cas où le plafond va sauter et donnera naissance à une réparation intégrale. C'est dans le cadre d'une faute commise de manière volontaire par qui? Par le transporteur. Tout en ayant la ferme volonté de nuire à autrui
en masquant la vérité, en maquillant la vérité, on dit qu'il y a une faute dolosive commise par qui? Par le transporteur, à l'encontre de qui? De l'expéditeur. Mais qu'est-ce qu'une faute? La faute est définie en droit comme étant un manquement à une obligation préexistante, mais de quelque nature que ce soit. Si le monsieur qu'on appelle la victime arrive à démontrer le lien de cause à effet, la faute, le préjudice, le préjudice doit être vraiment, doit provenir de la faute. La faute aussi doit engendrer un préjudice. Et si le préjudice est établi, il y a un lien direct qui s'est tissé entre la faute et le préjudice. Et quand il y a préjudice, le perdant, la victime, a droit à une réparation, a droit à une indemnité. Mais il faudra qu'au départ, que le demandeur, qu'est-ce que le demandeur? Le demandeur, c'est la victime. C'est la personne qui s'est sentie lésée dans ses droits, à qui on a causé tort, et qui a intérêt à aller saisir la justice. On l'appelle le demandeur. Il a affaire avec qui? Le défendeur, qui renvoie à qui? Au transporteur. C'est le demandeur qui a intérêt à prouver qu'il a subi une perte, un tort, un préjudice. Les latins le nomment actori incumbit probatio. La charge de la preuve incombe au demandeur. C'est la personne qui s'est estimée lésée dans ses droits, qui a intérêt à apporter la preuve de ses allégations. S'il arrive maintenant à démontrer, à mettre à nu, en évidence, toute la culpabilité, toute la responsabilité de l'autre partie, mais il va obtenir gain de cause. Il va obtenir gain de cause. Encore faisant, en demandant une réparation intégrale de la part de qui? Du transporteur, qui aura à payer l'erreur impardonnable, à payer la faute inexcusable, qui aura causé à qui? À l'autre partie. Mais faudrait-il qu'au départ, que le monsieur qu'on appelle l'expéditeur puisse clairement démontrer qu'il a été victime dans cette relation contractuelle. Et souvent, je réitère mes propos, il y a un fort, il y a un faible. Et souvent, le transporteur a souvent tendance à écraser le plus faible, qu'on appelle l'expéditeur. Voilà pourquoi le droit de transport est tellement méticuleux, soignant, avisé, pointé, à vouloir coûte protéger le faible contre les dérives, les dérapages, les abus du plus fort, qu'on appelle le transporteur, des fois qui a tendance à abuser de son pouvoir pour mater l'autre partie. Voilà pourquoi donc il faut que force puisse rester à la loi. Mais à côté de la responsabilité du transporteur routier, il est prévu des causes échappatoires. Il est prévu des causes exonératoires. Des causes qui peuvent disculper. Des causes qui peuvent dédouaner. Des causes qui peuvent innocenter. Qui est le transporteur, au cas où sa responsabilité est présumée engagée. Il y a ce qu'on appelle la force majeure qui pouvait carrément protéger le transporteur. Mais qu'appelle-t-on force majeure? On l'appelle un événement imprévisible. On l'appelle un événement irrésistible. Un événement insurmontable. Un événement inopiné. Autrement dit, le transporteur a tout fait au départ pour éviter l'événement et ses conséquences, mais malheureusement, le mal s'est abattu. Le mal a pris le dessus sur la volonté humaine, qui s'est manifesté par un souci débridé, effréné, de vouloir coûte que coûte, vaille que vaille, sauver l'événement et ses conséquences. Mais ce qui est arrivé est impardonnable, irrésistible, insurmontable, inévitable, incontournable. Voilà ce qui va dédouaner le transporteur à l'arrivée du préjudice causé à l'autre partie. Donc on l'appelle la force majeure. L'autre, c'est le fait de l'ayant droit. On y reviendra pour la visioconférence. On l'appelle le fait de l'expéditeur. C'est pourquoi donc il est prévu, à côté de la responsabilité du transporteur, des causes échappatoires permettant au transporteur de se déclarer innocent s'il arrive effectivement à mettre à nu, en évidence, un cas imprévisible. Il a tout fait pour échapper à l'événement, mais sans conséquences directes. Voilà ce qu'on appelle les causes exonératoires. Je parle de fait de l'ayant droit.
le fait de l'ayant droit renvoie au cas où il appartient à l'expéditeur de procéder, de faire l'emballage. L'emballage de la marchandise. Qui est une obligation de qui? De l'expéditeur. Si tel est le cas, effectivement, on dit que le temporaire il est dédouané. On va carrément approfondir, densifier, éclairer davantage le cours à l'occasion de la visioconférence qui aura lieu, Inch'Allah, ce samedi-ci, à partir de 11h, 13h et 11h, 12h et 12h, 13h. Donc tout ce qui est abordé aussi sera carrément élargi, approfondi, Inch'Allah, si Dieu le veut. En tout cas, merci beaucoup pour m'avoir prêté oreille, pour m'avoir écouté. Tout ça sera carrément amélioré, approfondi à l'occasion de l'autre cours qui va se dessiner très prochainement. Merci beaucoup, chers étudiants. Ça a été un plaisir de faire vraiment une vidéoconférence avec vous. Merci, M. Diop.